Bonjour chers élèves, maintenant avec la partie de l'optique, on va commencer par un cours sur les conditions de visibilité d'un objet. Donc voici 3 conditions de visibilité. Un objet n'est visible que s'il est éclairé. Un objet est visible s'il diffuse de la lumière. Un objet est lumineux ou éclairé est visible si la lumière que l'on voit pénètre dans l'œil de l'observateur. Vous voyez bien dans ces schémas. Ici, on a un objet qui est éclairé par une lampe, donc on peut le voir. Ici, un objet qui n'est pas éclairé par la lampe à cause d'un obstacle entre l'objet et la lampe, donc on ne peut pas voir l'objet. Ici, l'objet est éclairé, mais il y a un obstacle entre l'œil de l'observateur et l'objet. Donc, pour avoir une visibilité de l'objet, il faut que l'objet soit lumineux ou bien éclairé, qui se trouve devant l'œil de l'observateur, sans avoir un obstacle entre les deux. Maintenant, quels sont les objets lumineux et les objets éclairés? Un objet lumineux, c'est un objet qui émet de la lumière, comme soleil, étoile, lampe, bougie, laser, etc. Donc, ce sont des sources de la lumière. On a les objets éclairés. Ce sont des objets qui renvoient de la lumière, comme les planètes ou bien tous les objets visibles. Donc, pour l'œil d'un observateur, si on prend un objet lumineux, les rayons vont arriver directement à l'œil de l'observateur, donc on voit l'objet lumineux. Pour un objet qui est éclairé, il faut qu'il soit éclairé par un objet lumineux afin qu'on puisse le voir. On passe maintenant à l'anatomie physicienne de l'œil. L'œil est un organe qui est complexe. Lorsque la lumière pénètre dans l'œil, elle traverse tout d'abord l'ensemble de pupilles l'iris, puis le cristallin, et enfin elle rencontre la rétine. Pour le physicien, l'œil est constitué de 3 parties principales. Donc on va simplifier l'anatomie de l'œil. L'ensemble pupille iris qui joue le rôle de diaphragme, le cristallin qui joue le rôle de lentille, et la rétine qui joue le rôle d'écran. On passe maintenant à la propagation de la lumière. Est-ce qu'on peut voir la lumière? Ou bien, peut-on voir la lumière? On ne voit pas la lumière, mais seulement des objets à condition que ces derniers envoient de la lumière dans l'œil de l'observateur. Si on prend par exemple un faisceau de rayons laser. Sans de la fumée, on ne peut pas voir le rayon lumineux laser. Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les particules de fumée ou bien de brouillard qui sont éclairées par la lumière laser. Par conséquent, on peut voir la trajectoire du rayon laser. On ne peut pas voir la lumière, mais on voit seulement les objets éclairés. Donc la lumière, on va la représenter par un modèle, c'est le modèle de rayon lumineux. Un rayon lumineux est la présentation géométrique du trajet suivi par la lumière pour aller d'un point à un autre. Elle est présentée par une droite orientée dans le sens de propagation de la lumière. On ne peut pas isoler un rayon lumineux. Un rayon lumineux n'a pas de réalité physique. Ce n'est que la modélisation du trajet suivi par la lumière. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Donc toujours la lumière se propage dans des lignes droites. C'est la linéarité de la propagation
de la lumière. On passe maintenant à la propagation de la lumière et le phénomène de la réfraction de la lumière. دونك هنا كما كتلاحظوا الإناء يظهر كأنه فارغ. كيفاش غنضيفوا القليل من الماء. إذا هناك قطعة نقدية تظهر لم تكن موجودة في البداية. كيف نفسر ذلك؟ Deuxième expérience pour mettre en évidence la réfraction de la lumière. هنا نقوم بغمر قلم ملون داخل الإناء بالماء. لاحظوا القلم يظهر وكأنه منكسر. ما تفسير هذه المشاهدة؟ Donc si on prend deux milieux différents, lorsqu'un rayon lumineux qui traverse le premier milieu arrive à l'interface entre les deux milieux, il ne va pas continuer sa propagation en ligne droite collinière avec la ligne d'arrivée. Il va être cassé ou bien réfracté dans le deuxième milieu. La loi de Snell-Descartes de réfraction exprime le changement de direction d'un faisceau lumineux lors de la traversée d'une paroi, séparant deux milieux différents. Chaque milieu est caractérisé par sa capacité à ralentir la lumière, modélisée par son indice de réfraction n, qui s'exprime sous la forme n égale c sur v, où v est la vitesse de la lumière dans ce milieu et c est la vitesse de la lumière dans le vide. Maintenant, on va expliquer ce qu'on a vu dans l'expérience de la pièce à monnaie. Pour expliquer ce phénomène, nous allons utiliser le modèle du rayon lumineux. La lumière se déplace en ligne droite et le rayon lumineux traduit le chemin suivi par la lumière. Lorsqu'on s'intéresse à une portion de la pièce de monnaie, on s'aperçoit qu'elle émet de la lumière dans toutes les directions. Sauf que les parois du bol ne lui permettent pas d'émettre de la lumière au-delà du bol. De ce fait, il existe plusieurs zones, des zones où la pièce n'est pas observable, elle n'est pas visible, et une zone où la pièce est visible. Lorsque notre œil sera placé dans cette zone, il pourra ainsi voir la pièce. Prenons une situation où l'œil est placé à une certaine hauteur, de manière à ce qu'il ne puisse pas voir la pièce de monnaie lorsqu'il n'y a pas d'eau. Que va-t-il se passer lorsque l'on introduit de l'eau dans le bol? Nous allons expliquer cela encore une fois avec le modèle du rayon lumineux. La pièce de monnaie dans l'eau émet de la lumière dans toutes les directions. Comme l'eau est un milieu homogène, cette lumière va se déplacer en ligne droite. C'est ce que traduit le tracé du rayon lumineux. En revanche, à la surface de l'eau, il y a un changement de milieu, puisque l'on passe du milieu liquide, l'eau, à un milieu gaz, l'air. Et là, lors de ce changement de milieu, la lumière va changer de direction. C'est ce que l'on appelle le phénomène de réfraction de la lumière. Si vous souhaitez comprendre davantage ce phénomène, je vous engage à étudier les lois de Snell-Descartes. Donc le plan contenant le rayon incident et la normale au dioptre, au point d'incidence, il dit le plan d'incidence. Donc voici le plan d'incidence. L'angle orienté, θ1, pris entre la normale au point d'incidence et le rayon incident, c'est l'angle d'incidence. L'angle θ2, pris entre la normale au point d'incidence et le rayon réfracté est dit angle de réfraction. Donc vous avez surface réfractante, rayon incident, rayon réfracté et le point d'incidence
et deux angles, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction. Soit N1, l'indice de réfraction du milieu numéro 1, donc dans lequel se propage le rayon incident. N2 est celui du milieu numéro 2, ou bien dans lequel se propage le rayon réfracté. La loi de réfraction s'énonce ainsi. Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence. La relation liant les indices de réfraction N2 et N1 de chacun des milieux et des angles d'incidence θ1 et de réfraction θ2 sont liés par la relation dite de Snell-Descartes. Donc N1 sinus θ1 est égal à N2 sinus θ2. Donc l'indice de réfraction fois sinus du milieu numéro 1 fois sinus l'angle d'incidence est égal à N2 fois sinus θ2 l'angle de réfraction. Maintenant, on passe à la réflexion de la lumière. Le rayon réfléchi est symétrique au rayon incident par rapport à la normale à la surface réfléchissante. Sur le schéma séquentre, comme vous voyez bien, θ1 est égal à θ2. Donc la loi de réflexion s'énonce ainsi. Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence, ça veut dire que le rayon incident et le rayon réfléchi se trouvent sur le même plan. Les angles d'incidence θ1 et de réflexion θ2 vérifient la relation θ1 est égal à θ2. On passe maintenant à l'explication d'un phénomène optique qu'on appelle le mirage optique. Vous voyez bien, avec l'augmentation de la température, surtout en été, dans les routes, on voit comme s'il y a de l'eau. On voit bien la réflexion des véhicules, mais en réalité, il n'y a pas d'eau ici. C'est ce qu'on appelle le mirage optique. Donc, comment expliquer la formation du mirage? Dans un milieu dense, l'indice de réfraction est important, puisque les couches d'air sont de plus en plus froides, c'est-à-dire de plus en plus denses. L'indice de réfraction augmente lorsqu'il s'éloigne du sol. On dit alors que le gradient thermique est négatif. Ainsi, l'indice de réfraction augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du sol. Les rayons sont donc courbés vers le haut, c'est-à-dire vers les couches d'indice plus élevées. La vidéo suivante explique mieux le phénomène. Les mirages se produisent lorsque l'air n'a pas une température homogène. Les rayons lumineux sont donc déviés au lieu de se propager en ligne droite. Pour l'œil, tout se passe comme si les rayons lumineux étaient des droites. On voit donc l'image dans la direction tangente aux rayons lumineux arrivant à l'œil. On distingue les mirages supérieurs et les mirages inférieurs selon le sens de courbure des rayons lumineux. Dans un désert, un mirage montre un palmier et son reflet dans l'eau. L'air est surchauffé au-dessus du sol. En conséquence, les rayons lumineux sont déviés. L'observateur voit une image du palmier réel et une autre, inversée, qui semble être son reflet dans un miroir. Les rayons lumineux provenant du ciel bleu sont également déviés en approchant du sol. L'image du ciel se forme donc sur le sol et fait penser à une étendue d'eau. Le mirage du Hollandais volant se produit quand l'air se refroidit en approchant de la surface. Les rayons lumineux sont déviés. L'image d'un bateau lointain peut alors se former dans le ciel.